Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais vous proposer une analyse pour que vous compreniez comment l'économie s'empare de la vie par la biopolitique. Dans mon article précédent, nous avons vu comment l'être humain s'est déconnecté du vivant et comment il a été poussé vers le statut d'Homo economicus. Aujourd'hui, je souhaite aller un peu plus loin pour vous permettre de comprendre comment l'économie s'empare de la vie. Nous avons vu précédemment que le grand basculement dont parle Karl Polanyi, c'est le désencastrement de l'économie du tissu social et spirituel. Le marché cesse d'être un moyen au service de la vie, il devient la finalité qui organise la vie. Cela marque le début d'une rationalisation totale du monde. Tout devient mesurable, calculable. Tout est valeur marchande, y compris la vie humaine, la nature et le temps. C'est la naissance d'Homo economicus qui apparaît entre le XVIIe et le XXe siècle. Homo economicus s'autogouverne selon les normes économiques qui sont efficacité, compétitivité, optimisation. Il devient le gardien intérieur du système, croyant choisir librement alors qu'il incarne en fait la rationalité du marché jusque dans son rapport à la santé, à la nature ou à l'amour. Homo economicus est une créature du marché. Il croit à la liberté individuelle, au mérite, au calcul rationnel. Jusqu'à la fin du XXe siècle, ce profil était idéal pour faire tourner la machine industrielle et capitaliste. Il produit, consomme, concurrence et donc nourrit la croissance. Et cela doit être optimisé encore et à tout prix. Donc pour cela, il faut trouver de nouvelles sources de valeur, c'est-à-dire de nouveaux territoires à exploiter. Et c'est là qu'apparaît la biopolitique. C'est un concept central de la philosophie contemporaine, né autour des années 70 avec Michel Foucault, puis repris et approfondi par d'autres penseurs comme Giorgio Agamben, Antonio Negri et Roberto Esposito. Quand le marché des biens matériels sature, le système se tourne vers la vie elle-même comme nouvel espace d'accumulation. C'est le biopouvoir qui lui permet d'implémenter cela. Celui-ci ne remplace pas Homo economicus, mais il le plonge dans une économie des êtres vivants. Et Foucault l'avait pressenti. Le système a besoin de corps fonctionnels, normés, régulés. Autrement dit, Homo economicus gère bien ses conduites, mais il échappe encore au système dans son intériorité. Il peut tomber malade, il peut déprimer, il peut refuser, il peut ralentir, ou bien créer autrement. Et cette part indocile de la vie biologique et psychique menace la performance du système. Alors revenons un peu dans le passé pour mieux comprendre. Dès la fin du XVIIIe siècle, le pouvoir se dote de moyens pour administrer la santé collective avec les débuts de l'hygiénisme à Paris, à Londres. On découvre l'assainissement, le contrôle des épidémies, la surveillance des pauvres. Au moment de la révolution industrielle en Angleterre, puis après dans le reste de l'Europe, le besoin d'une population saine et productive se fait sentir. Engels, dans la situation de la classe laborieuse en Angleterre en 1845, parle des politiques d'éducation, des politiques de logement et d'hygiène. Puis Napoléon centralise les registres civils, le code civil, les recensements. Fin 19e siècle, avec le développement de la médecine sociale, la santé devient un enjeu politique. Apparaissent la prévention, la vaccination, les statistiques médicales. Entre 1850 et 1900, on crée les premières assurances sociales, par exemple les assurances sociales de Bismarck en 1883, et l'État devient assureur de la vie. Il gère les risques biologiques et sociaux. C'est entre 1880 et 1914 que le biopouvoir devient normatif. Via l'eugénisme et l'hygiénisme moral apparaissent les notions de tri, de surveillance et d'amélioration de la population. Cette période qui a précédé et permis l'arrivée du biopouvoir est très positive,
puisqu'elle améliore les conditions de vie. Mais il faut quand même garder à l'esprit que l'intention de départ reste la productivité des populations et que c'est également normatif, puisque cela encadre la population selon des règles qui recherchent avant tout la performance du système. Entre 1914 et 1945, avec les guerres mondiales, le corps devient une ressource stratégique nationale. Puis, entre 1945 et 1970, s'opère une extension de ce biopouvoir allégé sous forme protectrice. Homo economicus devient contrôlé, assuré, assisté. L'État-providence lui apporte la sécurité sociale, l'assurance chômage et la planification sanitaire. Et à partir de 1970, avec le néolibéralisme, le pouvoir passe du contrôle direct à l'autogouvernement, chacun devenant l'entrepreneur de soi. Donc la vie devient donnée mesurable, soumise à la logique du rendement. C'est l'explosion de la gestion des indicateurs, comme le KPI, la performance, la santé, l'éducation, et l'avènement du développement personnel, du coaching et des team building. Du point de vue d'Homo economicus, tout ceci est un grand progrès, puisque cette biopolitique a permis de protéger la santé publique, de réduire la mortalité, d'optimiser la productivité et de préserver l'ordre social. Mais ce que Homo economicus n'a pas perçu tout de suite, c'est que l'intention véritable de la biopolitique n'est pas son bien-être, mais la mise en place de structures qui vont garantir la survie et la croissance à long terme du système. C'est-à-dire rendre la population prévisible et rentable, stabiliser le marché du travail, faire en sorte que les individus intériorisent des normes de comportement favorables au système. Regardons maintenant les outils et les techniques qui ont apporté un sentiment de bien-être et de sécurité tout en piégeant Homo economicus par formatage. Tout d'abord, les institutions disciplinaires comme les écoles, l'armée, les hôpitaux, les usines façonnent le corps et les comportements par le rythme, l'obéissance et les compétences mesurées. Les statistiques et les recensements transforment la population en données permettant des politiques ciblées de normalisation. Les lois du travail, les réglementations sanitaires, les systèmes d'assurance conditionnent certaines conduites normales ou déviantes. Les choix individuels sont orientés par les campagnes vaccinales, l'hygiène publique, la médicalisation progressive des problèmes sociaux ou par des incitations via les impôts, les subventions, les crédits et le conditionnement des aides. Publicité et médias créent désir et identité consumériste. La dette des ménages contraint les comportements économiques à la stabilité résidentielle, par exemple, et au sacrifice pour essayer de garder un emploi stable. Ces leviers ont transformé l'être humain dans sa mécanique psychologique et sociale. Homo economicus est entraîné à transférer son pouvoir personnel à ce qui est extérieur à lui et à faire entrer à l'intérieur de lui des normes et des croyances qui n'ont rien en lien avec sa nature d'être vivant, sensible et conscient. On lui apprend à se reposer sur des experts, des indicateurs, des algorithmes, pour juger ce qui est bon, sain et rentable. La discipline devient autocensure, par intériorisation de ce qui se fait ou non, pour ne pas déplaire et ne pas être rejeté. La valeur de sa vie se mesure en productivité, en rentabilité, en scoring. La relation à l'autre, au vivant, n'a presque plus de sens. Et comme la santé, l'alimentation, le logement, les rencontres ne passent plus que par le marché, il devient vulnérable et obligé au conformisme. Pour l'être humain, tout cela est un piège. Mais pour Homo economicus, qui a été déshumanisé car déconnecté de sa nature, tout cela semble être une bénédiction. Le système façonne les conditions matérielles, donc les emplois, le crédit, les lois, et culturelles, les valeurs, les désirs. Il devient donc rationnel pour un individu d'adopter le calcul économique comme mode d'existence. La récompense immédiate,
le salaire, la reconnaissance sociale, la sécurité, favorisent l'adaptation au modèle. Et la résistance coûte cher. La médicalisation et la technicisation rendent les alternatives opaques, car reconstruire ensemble des manières de vivre différentes demande de sortir du cadre des techniques et des protocoles, ce qui est difficile quand tout est mesurable. De plus, le système s'auto-reproduit, car il forme des experts, des institutions et des routines qui normalisent son existence. J'aurai l'occasion, dans un prochain article, de revenir sur le sort d'Homo economicus pour comprendre les conséquences sur sa vie de ce conditionnement et sur les pièges qu'il devra contourner s'il veut se reconnecter au vivant et reprendre son chemin naturel d'être humain. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'Homo economicus est loin d'être la finalité du projet de la biopolitique. Depuis les années 2000, ce modèle s'effondre silencieusement. La croissance est structurellement ralentie, les ressources sont limitées. Les crises systémiques, écologiques, financières, sanitaires, sociales, révèlent la fragilité du paradigme. Le système a donc dû inventer un nouvel être adapté à son expansion. Et c'est l'arrivée d'Homo algorithmicus, c'est-à-dire l'humain converti en flux de données dont les comportements, les émotions et les relations deviennent exploitables, prédictibles et orientables par des systèmes automatisés. Michel Foucault a montré que le biopouvoir visait à gérer la vie, natalité, santé, travail, mobilité, pour rendre les populations productives et dociles. Mais le biopouvoir du XXIe siècle devient bio-algorithmique. Il ne s'occupe plus des corps visibles, mais de profils, de traces, de signaux, de data. Le but n'est plus seulement de discipliner comme au XIXe siècle, mais de prévoir et d'orienter les comportements avant même qu'ils ne se manifestent. C'est ce qu'on appelle le pouvoir prédictif. Les algorithmes n'attendent plus que les individus agissent. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire et ils les poussent subtilement. C'est une biopolitique du temps anticipé. Elle capture la conscience avant que celle-ci ne s'exprime. Et ce, par le flux constant d'attention, de distraction et de feedback émotionnel mesuré. Les likes, les alertes, les recommandations. Nous sommes dans cette transition où Homo economicus se mue en Homo algorithmicus. Ce basculement n'est pas brutal, il est doux, progressif, quasi imperceptible. Un glissement d'attention et un transfert de pouvoir s'installent petit à petit. Pour opérer ce saut, le système met en place plusieurs leviers discrets, à la fois techniques et psychiques, qui transforment l'humain en données, en profil et en prévision. Tout commence par l'écran, qui relie, qui distrait, qui informe, qui rassure, mais surtout capte. Chaque clic, chaque scroll, chaque réaction émotionnelle devient un fragment de nous-mêmes numérisé, analysé, monétisé. Nos émotions deviennent des flux exploitables. La peur, la colère, la joie sont mesurées, testées, converties en comportements prévisibles. Le monde numérique a remplacé l'ancien marché. Ce n'est plus l'économie qui structure la société, c'est l'économie de l'attention. Ce que nous vendons aujourd'hui, c'est notre présence consciente, du moins ce qu'il en reste. Les algorithmes n'ont pas besoin de comprendre nos âmes. Il leur suffit de reconnaître nos schémas. Ils observent, comparent, anticipent. Dans ce miroir statistique, nos singularités se dissolvent. Plus nous interagissons, plus le système nous connaît et moins nous nous connaissons nous-mêmes. Ce n'est plus la société qui nous impose des normes, nous les avons déjà assimilées. Ce sont des modèles mathématiques qui nous suggèrent nos désirs, nos opinions, nos indignations. Nous croyons voir le monde, mais c'est un monde calculé pour nous qui se montre. Le réel est filtré, personnalisé, orienté. Le pouvoir actuel n'a plus besoin de surveiller de l'extérieur.
Il a enseigné à chacun de se surveiller soi-même. Le bracelet qui compte nos pas, l'application qui mesure le sommeil, la montre qui surveille notre rythme cardiaque. Tous ces outils n'ont pas pour but de vous rendre libre, mais conformes à un idéal normatif de performance et de longévité. Même nos analyses de sang doivent répondre à des normes statistiques qui n'ont en fait rien à voir avec les normes de santé pour un individu donné. Nous intégrons ainsi dans nos gestes quotidiens la logique du rendement biologique. Le corps devient un projet à optimiser, une courbe à redresser, un graphique à perfectionner. Sous prétexte de santé, la discipline intérieure remplace la conscience du vivant. Au niveau de nos finances, l'argent, qui avant était fluide, devient traçable. Chaque transaction laisse une empreinte. Chaque mouvement donne un signal. Les monnaies numériques et les systèmes de scoring instaurent un monde où la confiance est remplacée par la transparence forcée. La récompense et la punition deviennent automatiques, calculées par des algorithmes moraux. Celui qui dépense bien, consomme bien, se comporte bien, sera gratifié. Celui qui dévie verra ses accès restreints. Ainsi naît un contrôle sans contrainte apparente. Jamais le pouvoir n'a autant caressé les affects pour gouverner. Chaque notification, chaque like, chaque message est une microdose de dopamine qui nous lie au réseau comme à une source de reconnaissance. Le plaisir devient l'instrument de contrôle. Le biopouvoir algorithmique ne réprime pas, il séduit. Il ne dit pas obéis, il dit partage, réagis, reste connecté. Et dans ce flux continu, le silence intérieur disparaît. Les homo algorithmicus que nous devenons ne savent plus s'écouter, ne savent plus d'où viennent les émotions, ni pour qui elles vibrent. L'être humain naturel communiquait avec le vivant en lui et s'adaptait à lui. Homo economicus gérait ses biens. Homo algorithmicus est géré par ses données. Dans ce passage, quelque chose s'est perdu. Le contact direct avec la vie, l'intuition organique, la lenteur du réel. Ce n'est pas un complot, c'est une logique d'auto-perpétuation d'un système qui veut continuer à vivre et à grandir. Libre-essence n'est pas une révolte contre le système, mais une forme de lucidité au-dedans de lui. Reconnaître que tout système cherche à se maintenir, c'est reconnaître la loi de la persistance des formes. Mais là où la nature se renouvelle par cycle, le système humain tente à se rigidifier pour se protéger de sa propre peur du chaos. C'est ici que naît la distorsion. Le corps humain, vivant, doté de ses différents corps émotionnels, mentaux, spirituels, énergétiques, animé par une force consciente non visible mais bien présente, est lui aussi un système qui veut continuer à vivre et à grandir dans les méandres de notre inconscient. Et ces deux systèmes sont antinomiques. C'est pourquoi les modèles Homo economicus et Homo algorithmicus sont souvent sur la voie de la souffrance, témoins inconscients du conflit entre ces deux systèmes en leur sein. Libre-essence invite à se tenir dans un entre-deux, ni dans le rejet du système, ni dans la soumission. Observer les logiques systémiques sans s'y laisser dissoudre tout en écoutant notre intériorité. Utiliser la technologie en conscience, sans lui livrer notre intériorité. Entrer dans la complexité de ce monde en mutation, tout en gardant un ancrage sensoriel, une respiration et une présence consciente, harmonisée à la lenteur du vivant. À mon sens, le vrai enjeu n'est pas de s'extraire du système, mais d'y demeurer conscient et relié au vivant, fluide, non programmable et peu domestiqué. Pourquoi ? Parce que l'être humain ne peut atteindre la pleine santé et libérer ses pleins potentiels quand il est réduit à entrer dans un modèle tel qu'Homo economicus ou Homo algorithmicus. Les inconforts physiques et émotionnels viennent plus souvent de l'identification et de l'attachement au modèle que de la connexion à l'être humain vivant, vibrant, en lien avec sa nature et ses bases intrinsèques reliées à la vie.
Sortir des modèles imposés et retrouver son essence est à mon sens la clé du bien-être profond. Avec Libre Essence, je vous invite à y réfléchir et à faire vos choix personnels en connaissance de cause. Car aujourd'hui, garder un espace intérieur vivant où le marché ne peut pas entrer devient à mon avis un acte révolutionnaire de protection de l'humanité. Restons vivants dans un monde qui calcule et qui cherche à nous réduire à de simples objets modélisés.